Bonjour, c'est Gorky de la team Bradva. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la PPSH 41 de la marque Snowwolf, mais j'ai juste après ça. En introduction, je souhaiterais bien sûr remercier notre partenaire Airsoft Entrepôt qui nous fait de nouveau confiance et me prête cette réplique pour que je puisse en faire la revue. Alors je n'ai pas l'habitude de faire des revues sur les répliques de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas ma spécialité, c'est pas ce que je préfère non plus pour un certain nombre de raisons. Donc je n'ai pas le Tokarev, je n'ai pas la PPSH, je n'ai pas le Mosin Nagant, je n'ai même pas la K47. De toute façon, si je l'avais prise, ce serait chez LCT, elle est beaucoup trop chère. Et on va dire que historiquement, ma collection commence à partir de l'AKM que j'ai acquise dans la marque EEL, série essentielle d'ailleurs, et que j'ai acheté aussi chez notre partenaire Airsoft Entrepôt. Alors, ça ne veut pas dire que je ne présente pas ce genre de réplique, elle m'intéresse parce que eh bien, je vois de temps en temps des joueurs qui la possèdent, la jouent, alors soit avec une tenue de la Seconde Guerre mondiale, soit eh bien avec ce que j'appelle un gear libre, parce qu'après tout, je vous l'ai déjà dit, c'est un loisir, c'est le plaisir, donc on a le droit de mixter les époques, les envies, l'ergonomie, etc., etc., il n'y a pas de souci avec ça. Pourquoi nous n'utilisons pas ce type de matériel dans notre groupe, puisqu'on est sur nous un groupe de type Russo, avec une inspi, on va dire, plutôt GRU. C'est pour ça qu'on y retrouvera à la fois pas trop de Ratnik, et puis évidemment très peu d'environnement Seconde Guerre mondiale. Il n'empêche que c'est une réplique qui m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle a une histoire sur la question de l'armement soviétique qui est extrêmement dense. À défaut de vous faire un unboxing assez rapide, je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu complet. Donc, bon, voilà, n'hésitez pas à avancer un peu si vous n'aimez pas les rétrospectives historiques. Mais je pense que voilà, on peut prendre 5 minutes pour parler un petit peu de cette arme. Et ça fait mieux comprendre aussi comment on peut l'utiliser en airsoft. Alors, la PPSH 41 est un pistolet mitrailleur. C'est pas un fusil d'assaut. C'est un pistolet mitrailleur soviétique utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'une arme simple et peu onéreuse à produire qui répond aux impératifs de production de l'époque. Elle est capable d'un tir semi-automatique et automatique par le biais d'un sélecteur qui est positionné à l'intérieur du pontet. La sécurité de l'arme est intégrée dans le levier d'armement et permet de verrouiller la culasse en position fermée ou ouverte, ce qui est reproduit sur la réplique, je vous le montrerai. Tous les PPSH 41 sont équipés d'une crosse d'épaule en bois. Cette arme est très appréciée du fantassin soviétique grâce à son poids peu important, on en parlera du poids peu important, et sa grande maniabilité. Effectivement, elle est relativement courte. Conçu par, excusez-moi la prononciation, Georgi Shpagin, le PPSH 41 fut l'une des armes les plus produites lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle fut destinée à devenir une alternative moins onéreuse au PPD 40, que je vais vous mettre en incrustation, qui était long et coûteux à produire. L'une des raisons de son faible coût est l'utilisation massive de pièces embouties dans sa construction, une innovation majeure à l'époque. Initialement, le PPSH 41 reçut le chargeur Camembert de 71 coups du PPD 40, lui-même copie du chargeur du Suomi KP31 finlandais. Mais son encombrement, la difficulté à le recharger et sa fiabilité relative firent que des chargeurs courbes de 35 coups furent mis en œuvre en 1942. Dans cette boîte, on aura les deux. Lorsque le chargeur courbe de 35 munitions fut disponible, les soldats avaient néanmoins pour coutume de conserver lors d'un assaut un chargeur Camembert comme premier chargeur, ce qu'on peut imaginer. L'approvisionnement de chaque soldat était probablement d'un Camembert pour 5 à 6 chargeurs courbes. Son canon est protégé par un carénage de métal qui enveloppe la gueule du canon et qui fait office de cache-flamme et qui lui donne selon moi un look relativement moderne. Le développement du PPSH fut initié en partie par la guerre d'hiver contre la Finlande, pendant laquelle l'efficacité des pistolets mitrailleurs fut prouvée dans les combats rapprochés en forêt ou en zone urbaine. Alors c'est très intéressant, à la fois pour les joueurs qui voudront jouer en CQB, mais aussi pour ceux qui voudront utiliser, exploiter une batteuse en airsoft, mais beaucoup plus contenue bien sûr que la RPK que j'ai sur mon mur à ma gauche, mais qui est vraiment immense. L'arme fut développée à la mi-1941 et fut produite par tout un réseau d'usines dont Moscou, où des hauts membres du parti local veillaient eux-mêmes à ce que soient atteints les objectifs de production. Pour vous donner une idée, quelques centaines d'armes furent construites en novembre 1941, puis 155 000 autres sortirent des usines dans les 5 mois qui suivirent, et on peut estimer qu'au printemps 42, les usines, dont l'une des plus importantes était l'usine de mitrailleuses de Kovrov, sortaient environ 3000 unités par jour. Alors, pour le comportement au combat, et ça c'est intéressant, la PPSH 41 est chambrée pour le 7,62 par 25 mm TT, une munition d'un calibre inférieur au 9 mm Parabellum utilisé par le MP40 allemand. Le 7,62 par 25 mm TT est toutefois plus léger,
plus rapide et présente une portée pratique nettement supérieure puisqu'on peut aller jusqu'à 200 mètres. Voilà, une portée utile d'un pistolet mitrailleur à 200 mètres, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et en plus, on a une énergie libérée supérieure. Le tireur pouvait basculer du coup par coup à la rafale libre grâce à un sélecteur. La portée et surtout la précision maximale, environ 200 mètres, était atteinte en tir semi-automatique. Bien sûr, on peut imaginer le tir en rafale produisant une puissance de feu à courte et moyenne portée plus efficace, était néanmoins largement moins précise. On arrive bientôt à la fin, rassurez-vous. Le PPSH 41 était également une arme fiable et d'une précision apparemment supérieure à celle de ses opposants. Alors, ce qui est rigolo sur la question historique, c'est que la Wehrmacht a utilisé de très nombreux PPSH 41 capturés, soit en version originale, sous le nom de MP 717, soit transformés pour le 9 mm Parabellum allemand sous le nom de MP 41. Donc, ils ont piqué les armes russes, et utilisant les chargeurs du MP 40. D'accord? On a l'esprit pratique germanique. L'arme non transformée, le MP717, tirait directement la munition 763 Mauser allemande, au lieu de la 762 par 25 TT soviétique, qui d'ailleurs elle-même était dérivée de la 763 Mauser allemande. La Wehrmacht avait noté l'efficacité terrible offerte par les 900 coups à la minute, imaginez-vous, pour l'époque de cette arme soviétique, qui rivalisait à courte distance avec n'importe quelle autre arme de l'époque, la puissance de feu étant à peu près égale à celle d'une mitrailleuse, pour un encombrement, et un service, c'est-à-dire une seule personne, qui était nettement plus avantageux. La puissance de la cartouche étant compensée par la cadence de tir et son pouvoir très élevé en termes de perforation. L'avancée rapide de l'armée allemande sur le front russe lui avait donné accès à des dépôts et fabriques de munitions regorgeant de cartouches, permettant d'alimenter l'armée allemande en cartouches soviétiques de manière quasi illimitée. Et pour la petite anecdote, eux, les Allemands, ont délaissé leur MP40 pour le PPSH 41 qu'ils prenaient sur les soviétiques, alors qu'eux, les soviétiques, faisaient le contraire. En effet, l'armée rouge était très moyennement approvisionnée en munitions, déjà à l'époque, si bien qu'il était plus rentable d'utiliser une arme allemande qui avait été prise sur un soldat allemand que d'attendre des munitions de dotation normale pour le PPSH 41. Donc voilà, en fait, chacun a versé ses armes et se tirait dessus avec les munitions de l'adversaire. Bon, on imagine un petit peu le contexte. Après-guerre, et j'arrive à la fin de ma petite rétrospective, c'est une arme qui a été produite à un nombre estimé à 6 millions d'exemplaires et qui est un symbole patriotique soviétique de la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 50, dans le cadre du pacte de Varsovie, les arsenaux nord-coréens avec leur type 49, chinois avec leur type 50, iraniens avec leur modèle 1322, dont 10 000 ont été ensuite livrés à l'URSS en 43 et 45, donc c'est reparti dans l'autre sens. Iran, Russie, si vous suivez un peu les infos, déjà à l'époque. Et la société hongroise FEG, avec son PM48M, en produisirent des copies pour leurs armées respectives. La Yougoslavie de Tito produisait une variante en y incorporant des éléments de son cru, et elle fut rapidement ensuite remplacée dans les arsenaux de l'URSS à la fin de la guerre pour être massivement exportée dans les pays pro-soviétiques, notamment au Vietnam, avec une version soviétique, et chinoise, et le K50M de conception locale, et dans de très nombreux pays africains. Voilà, ça c'est pour la petite rétrospective. Alors, si on revient à proprement dit sur l'unboxing, on va avoir une réplique qui nous arrive dans cette boîte Snowwolf avec l'écusson parfaitement reconnaissable. On va avoir la version que j'ai choisie moi, qui est la version bois métal, qui va intégrer à la fois de l'acier sur une grande partie de la partie supérieure du canon, et puis on va dire un métal non ferreux sur la partie basse du corps, sur l'articulation. L'arrière est une crosse bois dont on parlera sur le travelling pour ce que j'en pense. Vous retrouverez dans la boîte un chargeur ICAP, voilà, un chargeur droit ICAP, et bien sûr le chargeur camembert dont on vient de parler. Alors n'espérez pas que le chargeur droit, mais légèrement courbe, puisse rentrer dans tout ce qui est poche de type Vitiaz. Aucune chance, c'est beaucoup trop gros. Par contre, le chargeur drum, voilà, j'ai testé, le chargeur drum ou camembert, vous l'appelez comme vous voulez, va rentrer, lui, là, vous voyez, j'ai une poche avec, comme référence, ça c'est une poche drum RPK, d'accord? Et là, sans souci, pour les poches drum RPK, vous allez pouvoir rentrer, mais avec du confort, d'accord? Sans forcer, rentrer, fermer et boucler, sans souci, pour sécuriser votre camembert. Si vous vous baladez avec la PPSH, vous pouvez vous faire une ceinture, alors peut-être pas avec du ratnik, mais vous pouvez vous faire une ceinture et balader et sortir et extraire très facilement. Vous voyez, c'est pas du tout sous tension à l'intérieur.
et ça se balade pas plus que ça. Donc il faudra trimballer vos chargeurs de camembert dans du contenant drum, sauf si, et je vous en mets à l'écran, vous trouvez eh bien, sur des sites spécialisés des cartouchières d'époque pour la PPSH 41, et là évidemment ce sera impeccable. Hein. Mais pour ceux qui n'ont pas trop le temps et qui veulent la jouer vraiment très facile, vous prenez de la poche drum AK et ça passera très bien. Vous avez aussi un petit sachet de billes, et puis vous aurez une notice, et ça c'est très intéressant cette notice, parce qu'il y a quelques petites délicatesses sur la façon d'ouvrir le drum, la façon de maintenir la culasse en arrière, de gérer eh bien l'accès à la connectique derrière la plaque de couche, et on a aussi la façon dont on va pouvoir basculer sans abîmer la câblerie, eh bien, la partie canon par rapport à la partie crosse, et on va avoir ici un joli éclaté qui n'était pas forcément disponible sur les premières versions de la Snowwolf. Et comme on est sur un certain nombre de pièces propriétaires, on en reparlera, ça peut être intéressant d'avoir cet éclaté pour les meilleurs bricoleurs d'entre nous. Alors, moi il a fallu que je rôde un petit peu mes chargeurs pour qu'ils bloquent bien. Et ce que je vous recommande, puisque là on va avoir une espèce de patte, voilà, c'est la patte de rétention du chargeur avec une lamelle interne, un peu comme les AK, et bien de la redresser, puisqu'en fait on intègre le chargeur, puis ensuite on rabat cette lamelle, pour avoir plus d'ergonomie et éviter de l'accrocher. Donc vous la remettez vers le puits de chargement, et là ça va vous permettre eh bien, d'intégrer le chargeur dans son rail de manière relativement efficace et plutôt ajustée. Voilà, il faut y aller franchement, il faut que ça clipse. Voilà, donc là c'est bien retenu, et là vous rabattez la petite patte pour que ce soit plus ergonomique comme je viens de le dire. Alors, on est sur une réplique qui est relativement lourde, je vous en parlerai quand je vous donnerai les poids, et encore, là j'ai mis le chargeur droit, et il est vide. Hein. Imaginez-vous quand même qu'avec un drum plein, et là j'ai fait la pesée moi-même, on est à 4,5 kg. D'accord ? Bon. Donc, sur la prise en main, c'est pas très agréable de la prendre avec le pouce. On va dire que, comme les soldats, parce que j'ai pris des repères un petit peu sur comment les soldats la tenaient et la soutenaient, les soldats, dans le fonctionnement classique, utilisaient soit le chargeur, soit le camembert, mais dans les deux cas, ne mettez pas la main sur le canon pour ne pas se brûler. Donc on était sur une prise en main de ce type-là. On va avoir un ensemble qui est très très classique et plutôt large, qui ne va pas permettre une grande précision, mais qui va permettre une acquisition extrêmement rapide. Moi, quand j'ai ouvert cette boîte, j'ai remarqué plusieurs choses. D'abord qu'elle était énorme, extrêmement large. Il faut avoir des paluches pour la tenir, lourde, énorme. Et j'avais lu sur les forums qu'éventuellement, elle était en surcote par rapport à l'Ares, la version Ares, qui elle-même était en surcote par rapport à la version Hexagone, qui elle-même était en surcote par rapport à la version RS. Et c'est normal parce que dans l'arme, il n'y a pas intégré une gearbox, un moteur, un bloc au put, etc., etc. Donc si vous en avez vu dans des musées, par exemple, et que vous voyez la réplique, et que vous êtes dans une démarche vraiment de reenactment, c'est-à-dire de reconstitution historique, vous pouvez être un petit peu frappé. Et je ne pense pas que pour le reenactment, si vous êtes très exigeant, la version Ares ou la version Snowwolf soit la meilleure pour briller sur un terrain de reconstitution. Je vous montrerai tout à l'heure l'hexagone que j'ai sur mon bureau là, et qui est quand même beaucoup plus joli. Enfin bon, on a celle-ci dans la main déjà, et parlons-en. Alors le bois. Le bois, il fait super neuf, il est hyper lisse, et ça pourrait être un ABS d'excellente qualité de type Marui. Mais c'est du vrai bois, d'accord ? Donc je pense que ça méritera de le retravailler et de le vieillir un peu, ce qui passera très très bien, puisqu'on est sur une réplique qui est censée être très ancienne. Et là, alors là, je trouve que c'est un peu particulier. Je pense que le bois était endommagé, et qu'il a été repris à la pâte à bois, puis poncé. Donc là, à mon avis, c'est juste sur ma version à moi. Là, regardez ici. Mais bon, visiblement, ça n'a pas dérangé Snowwolf hein, sur le contrôle qualité de l'intégrer. Alors ça ne me dérange pas non plus. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on est censé être sur une réplique ancienne, full bois, donc il y a un petit peu de réparation à tel ou tel endroit. Ça ne me dérange pas trop. Mais bon, voilà, sur l'idée de la qualité globale, je tenais à vous le préciser. Alors, je vais vous donner quelques chiffres maintenant avant de faire le travelling général. On est sur une réplique qui vaut quand même 319,90 €. On est sur une technologie électronique blowback, c'est-à-dire qu'on va avoir une espèce de petite culasse qui va faire des allers-retours et va simuler comme ça un fonctionnement un petit peu plus réaliste. Mais on en parlera de ce système ensuite. 319,90 chez Airsoft Entrepôt, on est donc à 320 €. C'est un prix qui est déjà relativement important.
pour ce type de réplique. La crosse est en bois véritable, on a un système blowback, le canon interne fait 250 mm, donc il n'est pas très long, le câblage interne est en mini Tamiya, on n'est pas en DIN, on a un switch électronique, la longueur est de 840 mm alors que la vraie fait 843 mm, on est à peu près à la bonne cote, le poids est de 3,850 kg, là c'est vraiment sans billes et le chargeur droit, hein, parce que si vous mettez le drum et qu'il est plein, 4,5 kg, ok. Dans sa version RS, d'accord, chargeur plein avec le camembert, c'est 5,45 kg. Donc elle est quand même nettement moins lourde, elle fait 1 kg de moins que la vraie version, la vraie arme, avec son camembert. Il faut savoir qu'avec son chargeur droit, elle faisait déjà 4,3 kg la vraie. Donc, légère, courte, maniable. Oui, si on se dit qu'on se balade avec une mitrailleuse et que c'est pas un pistolet mitrailleur. Et donc, pistolet mitrailleur, mitrailleuse. Pour une mitrailleuse, c'est léger, peu encombrant, avec une économie de service. Si c'est un pistolet mitrailleur, c'est plutôt lourd, long et encombrant, d'accord. Donc il faut réussir un peu à réfléchir à ce qu'on veut. Mais disons qu'en airsoft, il vaut mieux l'envisager comme une mitrailleuse compacte que comme un pistolet mitrailleur. Bien, alors, sur le travelling, voilà ici, pour la partie avant, on va avoir le carénage, et je trouve ça assez sympa de l'appeler comme ça, avec les évents. Assez rapidement, je vous montre ce marquage. Et je vais vous mettre à l'écran en même temps des marquages que j'ai trouvés sur Internet. Mais on a un assez joli marquage frappé dans la masse. On va ici avoir le guidon, très très simple. Ici, une boucle soudée. Là, ici, on va avoir la hausse. Et puis, on va avoir ici le levier d'armement. Alors, que vous actionnez à fond, et ce petit bouton, vous l'avancez, et ça bloque la culasse en arrière, ce qui vous dégage la trappe d'éjection avec la molette de réglage et de contrainte du joint. On en parlera tout à l'heure. Sinon, on n'a pour ainsi dire aucun marquage, et vous allez avoir bien sûr là ici la lamelle de rétention. Vous la ramenez vers l'avant et vous pourrez par compression éjecter le chargeur. Ici, le système en allant vers l'arrière et vers l'avant, eh bien, du semi et du full auto, en sachant que la mise en sécurité, c'est comme je vous l'ai montré, culasse en arrière, ici, verrouillage au bouton, et c'est bloqué. D'accord? Et vous allez avoir, bien sûr, ensuite ce bois dont je vous parlais. Vous voyez, un grain très très lisse, c'est très très fini, et ça peut déplaire parce que ça fait pas trop vrai bois. À l'arrière, la plaque de couche, avec le petit bouton, alors attendez que je le vois, voilà. Donc ici, on va avoir une petite trappe. Vous basculez la trappe, vous mettez le doigt à l'intérieur, vous avez un petit bouton qui vous permet de basculer et d'accéder à la câblerie à l'intérieur. D'accord? Câblerie, mini Tamiya, fusible, du classique. De l'autre côté, on n'a rien de différent, donc on ne perd pas de temps par rapport à ça. Alors, on parlait de surcote tout à l'heure. Déjà, je vais vous montrer la couleur. Alors ça, c'est censé être une SET. Voilà, la RS est relativement du même acabit. Alors moi j'entends que les cotes sont mieux et que c'est un petit peu, elle est un petit peu plus étroite, etc. Ça saute quand même pas aux yeux. Hein. Par contre, on va avoir un bois beaucoup plus orange sur celle-ci. Voilà, beaucoup plus brute. Alors bien sûr, on peut partir de celle que je viens de vous montrer et arriver à ce résultat-là sans grand souci, c'est évident. Si je prends, eh bien, celle-ci, qui est l'Hexagone Airsoft, voilà, avec un bois qui est beaucoup plus noir, qui va être beaucoup plus légère globalement que l'autre, voilà, que la Snow Wolf, et avec un acier qui va avoir un rendu beaucoup plus réaliste quand il est patiné. Vous voyez, on a l'impression d'une arme de collection qui a passé du temps dans un arsenal, au fin fond d'une caserne, voilà. Globalement, la réplique par rapport à l'arme réelle est de la bonne taille, mais beaucoup plus épaisse partout, d'accord? Alors, ça sert à rien que je vous fasse comparer à l'écran, vous ne verrez pas, d'accord? Donc, j'ai fait des prises de cote au pied à coulisses. Entre mon Hexagone et la Snow Wolf,
on est entre 3 mm plus large chez la Snowwolf et jusqu'à 5 mm plus large sur les parties bois et prises de main, crosse et arrière de crosse. D'accord? Donc 5 mm, c'est quand même considérable quand on fait de la repro et qu'on est sur, on va dire, des circonférences et des prises en main. Donc vraiment, si vous avez l'opportunité de trouver eh bien, une Hexagon Airsoft et que vous êtes dans le reenactment, la reconstitution, que vous avez vraiment un souci avec les cotes, essayez de vous trouver une Hexagone. Mais franchement, à tout prendre, moi je préfère encore avoir la Snowwolf que la RES. On m'avait dit que les cotes étaient nettement mieux sur la RES. Non, franchement, ça saute pas aux yeux, c'est pas vrai, c'est pas un argument pour moi. Alors maintenant, si je vous parle de l'interne, parce que Nikolai, alors je ne l'ai pas démonté, vous le savez, hein, je ne vais pas faire genre j'ai démonté, j'ai analysé, c'est pas vrai. Nikolai, notre technicien, la possède, d'accord, et a déjà fait des upgrades sur sa Snowwolf et la Snowwolf d'un ancien camarade. Et donc il m'en a parlé un petit peu, et puis j'ai regardé un petit peu sur les forums, et puis j'ai fait un certain nombre de tests. Alors, parmi les soucis de cette réplique, c'est le système blowback. Le système blowback de cette réplique n'est pas fait pour jouer en 11-1. Si vous jouez en 11-1, éventuellement dès la première rafale, vous allez casser la pièce mobile. D'accord? Donc attention, même pas pour tester, même pas une seule fois, pas plus que de la 7.4. D'accord? Voire même en dessous. Okay, mais en tout cas, à la 7.4, moi je l'ai utilisé, j'ai fait des fous, j'ai fait des semis, c'est rien passé, il n'y a aucun problème. Vous pouvez la jouer en sortie de boîte, mais pas plus que la 7.4, et on parlera des performances tout à l'heure, c'est quand même pas super. Pourquoi c'est pas super? Eh bien parce qu'on a globalement un manque d'étanchéité qui n'est pas complètement compensé par un ressort qui va être surdimensionné par rapport à la qualité du système pneumatique, et on va avoir, et je vous montrerai quand je vais l'ouvrir, un problème d'étanchéité qui va s'expliquer par la conception entre la zone d'étanchéité canon joint et de l'autre côté le nozzle. On va avoir une pièce en arrondi qui forcément a des difficultés pour faire étanchéité, et ça va se ressentir dans le fonctionnement global de cette réplique. Il faut savoir qu'on est sur une gearbox que je vais vous mettre à l'écran, je vais vous mettre aussi un certain nombre de pièces pour que vous voyez un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous mettre voilà, quelques petites pièces de démontage, des petites choses que je vous fais apparaître là, au fur et à mesure pendant que je parle. Il faut savoir quand même qu'on a une gearbox propriétaire dont vous voyez la spécificité. Si vous avez l'habitude de travailler sur la V3 ou de la V2, faites attention, c'est très différent. Le montage et le démontage sont complexes et vous prenez des risques sur l'écrasement des fils. J'ai entendu pas mal de gens aussi dire que les fils sont fragiles, donc si vous vous y connaissez, n'hésitez pas à recabler l'ensemble de la réplique. Ce sera plus prudent. Je ne peux pas vous dire que le moteur est poussif ou de ceci ou cela. Non, on est sur une réplique qui est sur une basse puissance, on est entre 290 et 300 fps. Pourquoi? Parce que si vous montez la puissance, vous allez tout casser. D'accord? Donc surtout, ne touchez à rien sur cette réplique en termes de puissance, c'est-à-dire ne touchez pas le ressort, ne modifiez pas l'étanchéité, ne faites rien du tout, ne changez pas le moteur si vous maintenez le système blowback. Moi, ce que m'explique mon technicien, c'est que soit effectivement vous retravaillez légèrement l'appui pour avoir un petit peu plus de portée. Là, je vais avoir une portée utile à la 0,25 qui est à peu près à 40 mètres. D'accord? Et vous ne touchez à rien et vous jouez à la 7.4 et c'est bien comme ça. Soit vous voulez en faire une petite mitrailleuse, une petite batteuse à emmener. D'accord? Et dans ces cas-là, il faut commencer par démonter le système blowback. Puis ensuite, lui, il recommande de passer sur un engrenage en 13.1, de changer piston, tête de cylindre, nozzle pour un nozzle court en aluminium, passer sur un moteur high torque, changer de joint, je vous ai dit bien sûr supprimer le blowback, et lui il a 60 mètres de portée avec une cadence de tir qui est vraiment remarquable, mais il a commencé par virer le système blowback. Si vous ne faites pas ça, c'est pas la peine, vous allez tout casser. Donc ayez-le bien en tête. Et ça on en parlera après, c'est-à-dire que si on doit démonter quelque chose qu'on a payé, parce que le système blowback justifie en partie eh bien, le prix de la réplique, mais qu'on ne peut pas jouer cette technologie sans tout casser, il y a quand même un problème dans la conception. Hein. Alors je vais vous montrer un petit peu comment on ouvre cette réplique. Donc là, je vous ai mis la culasse en arrière. Quand vous appuyez sur le bouton vers l'extérieur, la culasse revient vers l'avant. D'accord? Donc pour pouvoir basculer et ouvrir eh bien, votre gearbox, bon moi je préfère de toute façon retirer le chargeur dans ces cas-là, mais vous tirez la culasse vers l'arrière, vous appuyez le bouton vers le corps de la réplique, ça verrouille la culasse en arrière, ça déclenche une mise en sécurité de la queue de détente. D'accord? Et là, vous allez mettre en pression l'arrière du corps de la réplique. Voilà. Et c'est comme sur la vraie. Et au moment où vous appuyez, vous allez pouvoir basculer le corps de la réplique vers l'avant. Et là, vous allez dégager, et je ne sais pas si vous allez bien le voir, cette partie-là, et là, on est sur la partie du
joint, vous voyez, il y a cette espèce de bague, il y a la molette de réglage du hop-up. Là, il y a cette espèce de demi-sphère en appui sur laquelle va venir le nozzle. Et on va voir le joint de ce côté-ci. Et de ce côté-là, alors je ne sais pas si vous allez voir, hein, c'est pas facile, je ne sais pas comment vous le montrer. Peut-être comme ça. De ce côté-ci, vous voyez peut-être, ou vous ne voyez pas, je ne sais pas, le nozzle ne dépasse pas du tout. Voilà, le nozzle va en action sortir et venir s'appliquer sur la demi-sphère. Et évidemment, on comprend que c'est difficile de faire le joint. Et puis va apparaître, là, ici, eh bien l'accès, ici, au guide ressort. Et on est sur un système QD auquel on accède. Hein. On n'a pas besoin de démonter l'ensemble de la gearbox. On va pouvoir changer le ressort. Alors quand vous allez voir les performances, voilà, quand je vous ai dit 40 mètres, et alors il va falloir ne pas hésiter à mettre de l'appui, hein, parce que l'appui est très très progressif, il faut y aller millimètre par millimètre, mais vous allez pouvoir atteindre 40 mètres. Attention à la 0,25, j'estime que j'ai quand même une bille relativement lourde, je pense qu'il faudrait passer à la 0,20, j'en avais pas, je la garde pour le chronie, voilà, j'en ai pas assez pour faire tous mes tests, mais il faudrait la jouer à la 0,20 je pense en sortie de boîte. Quand vous rabattez, faites attention que, eh bien, il n'y ait pas un contact trop violent entre la demi-sphère dont je parle et l'appui côté nozzle, d'accord? Vous appuyez sur le ressort, vous refermez gentiment, vous relâchez. Ça, de ce point de vue-là, ça se fait vraiment très très bien. Vous ramenez le bouton et vous refermez la culasse. Une fois que vous avez engagé le chargeur, on est en capacité de tirer. Alors, on va écouter un peu le fonctionnement de cette réplique, qui est relativement poussif. Voilà, donc on est très 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 loin d'un pistolet mitrailleur agréable et on va dire dont les performances en sortie de boîte pourraient les laisser penser que ça peut être plaisant à jouer. Donc il va falloir forcément faire des choix si on ne veut pas être dans le cadre de la reconstitution, mais qu'on veut être effectivement dans le cadre du jeu. D'accord? Donc vers l'avant, je pousse mon sélecteur, je suis en semi-auto. Le système blowback se met en marche. Non seulement sur le côté, mais on a bien la trappe d'éjection qui s'ouvre. C'est sympa, on peut pas dire qu'il y a du recul. Hein. On va dire que l'ensemble de l'impact se fait à ce niveau-là. La réplique est tellement lourde qu'on sent rien du tout dans l'épaule. On est très très loin du fonctionnement d'un GBBR. Si on passe en full, donc on tire le sélecteur vers soi. Voilà. Attention, un sélecteur de tir. Regardez-le. Le sélecteur de tir. Voilà, c'est une pièce qui bouge de gauche et de droite. D'accord. Je ne sais pas si vous le voyez bien, je suis bien dans le champ. Il va pas falloir la bourriner. Hein. Là, on va être en full. D'accord. Alors, on est loin des 1000 coups à la minute hein, ou des 900 coups à la minute. Voilà. Mais c'est rigolo, c'est sympa, c'est joli, on aime bien, voilà. Oui, bon, on va pas pouvoir utiliser ça comme mitrailleuse ni comme pistolet mitrailleur dans un premier temps. Donc, moi, je pense que si je l'avais, que je voulais la jouer, parce que j'étais dans un délire de je vais l'utiliser comme mitrailleuse, mais toute petite, voilà, en mode loose day, machin, je virerais le système blowback, je demanderais à Nikolai d'augmenter très fortement le nombre de coups à la minute. Si je veux la mettre en sécurité, je tire la culasse vers l'arrière, j'enfonce le bouton vers l'avant, et quand j'appuie sur la queue de détente, je suis verrouillé, d'accord? Donc la mise en sécurité, culasse vers l'arrière. Alors voilà pour ça. Alors si on fait un petit peu la conclusion sur les plus et les moins. Alors les moins, une puissance très faible en sortie de boîte, une portée relativement réduite, à peine 40 mètres avec une bille relativement lente, des pièces propriétaires, le bloc hop-up, la gearbox, des cotes, plutôt en surcote, un bois qui va nécessiter d'intervenir, qui n'est pas super réaliste, de la mécanique relativement fragile et qui ne va pas permettre d'exploiter la totalité des capacités de cette réplique sans modification. Et si on le fait, c'est pas facile et il faut dégager le système blowback. On ne peut pas jouer à la 11.1 en sortie de boîte, elle est lourde et son démontage va être complexifié au-delà du fait que c'est une gearbox propriétaire par le passage des câbles qui nécessite d'être vraiment minutieux. Sur la question de la dimension positive, elle est originale, c'est une réplique Seconde Guerre mondiale qui est emblématique et on va dire que tous les amateurs de la Seconde Guerre mondiale vont devoir l'acheter. Voilà, je suis désolé les gars. Ça va être un pistolet mitrailleur qu'on va pouvoir utiliser comme mitrailleuse et ça c'est pas donné dans tous les circuits d'armement et ça va être une superbe alternative
à des mitrailleuses beaucoup plus lourdes si on se fiche de croiser eh bien, les époques entre le gear et bien sûr les répliques d'armement. Elle a une reproduction du fonctionnement et du démontage qui est vraiment intéressante parce que parfois on va avoir des parties articulées qui sont non reproduites dans leur fonctionnement ou qui sont simulées. Là on va pouvoir jouer avec l'ensemble du système mécanique comme si on avait une vraie PPSH 41. Intéressant aussi, et on nous fournit et en high cap le long courbé, on va dire, et la partie camembert. Alors, effectivement, certains vont regretter qu'au moins le chargeur droit ne sera pas un chargeur mid-cap. Moi, je vais vous dire, elle est tellement lourde. Je crois que c'est mieux d'avoir un high cap, quelques billes sur soi qu'on peut remettre, plutôt que de se taper tout un tas de chargeurs en acier qui vont alourdir le gear de manière épouvantable. Alors, à la question que je me posais sur est-ce qu'on est sur une réplique qui est opérationnelle pour jouer sur une dominicale, moi je trouve compliqué de répondre oui en toute honnêteté. Moi je pense que c'est une réplique qui mérite de dégager le système blowback, d'être totalement optimisée pour pouvoir la jouer pleinement, c'est-à-dire forte cadence de tir à distance très importante parce que c'est absolument possible. Notre technicien a réalisé ça et c'était pas une prouesse, c'est vraiment tout à fait possible en réintégrant des pièces à l'intérieur et en dégageant le blowback. Voilà, écoutez, j'ai fait une revue qui était un petit peu longue, mais qui m'a beaucoup intéressé, puisque j'ai appris beaucoup de choses sur cette réplique de la PPSH 41. On arrive bientôt au début du mois de juin, et on va bientôt se retrouver. Je vous remets en tête que nous allons jouer, pour un certain nombre d'entre nous, l'OP de la TAT, de la Team Airsoft Taré, sur le terrain de la FBA Ancienne Chacal. Donc s'il reste encore quelques places, n'hésitez pas à vous y inscrire, je serai toujours très content de vous croiser et qu'on puisse échanger, discuter. La dernière fois, vous m'avez donné des idées de revues et ça m'a permis de nourrir ma chaîne. Donc moi, voilà, je suis toujours très content quand les followers me proposent des idées et me donnent les moyens de le faire. D'ici là, on n'oublie pas, hein, on pratique un loisir, donc on se fait plaisir, on se met en sécurité et on se prend pas la tête. Allez, au revoir.